3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nourane Charer est à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Guillaume. Vous êtes Senior Economic Advisor chez Accuracy. Et Benoît Vesco est à nos côtés enfin. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Delubac Asset Management. Le chiffre macro du jour, Hervé, je me tourne vers vous. Le dernier rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. J'ai derrière les chiffres globaux qui donnent l'idée qu'on a peut-être un peu calé sur le phénomène des inflations. Beaucoup d'analystes ou d'économistes qui regardent les détails nous disent qu'on reste quand même sur une bonne trajectoire, c'est-à-dire une trajectoire baissière qui pourra coïncider à un moment avec un retour à une inflation normalisée à 2, quelque chose aux États-Unis au cours de l'année 2024. La trajectoire baissière, quand on regarde derrière, il n'y a aucun doute, on l'a. En regardant devant, si on extrapole, on a envie de dire qu'il y a une trajectoire qui reste baissière, mais ça tient un peu de l'extrapolation. Moi, je pense qu'en regardant devant, si on veut être honnête, on fait le pari que ça va continuer de ralentir, mais à quel rythme et surtout jusqu'à quel niveau, ça, en fait, personne n'en sait rien. Dans les choses à suivre, la bizarrerie qu'on a dans les prix, mais ça vaut du côté américain, ça vaut du côté européen, c'est que si, alors on enlève énergie, aliments, pourtant ce sont de vraies questions, mais enlevons-les, pour faire simple. Du côté des marchandises, eh bien, on est revenu sur la tendance d'avant 2019, 0. Très simple. Par contre, du côté des services, aux États-Unis, on doit être à 6 à peu près, et on a beaucoup de mal à ralentir. Donc en fait, rien qu'en faisant ce constat-là, on en arrive à la conclusion que ça n'a pas l'air vraiment de marcher comme avant, ce qui fait que sur nos questions de rythme de ralentissement, de plancher, on se dit faisons attention. Et puis la vraie question de fond derrière, c'est que vont devenir les coûts salariaux par unité produite, donc l'évolution des salaires, moins l'évolution de la productivité. Alors, aux États-Unis, sur la productivité, les derniers chiffres sont plutôt bons, donc c'est rassurant. Ils sont même tellement bons qu'on se dit qu'ils ne sont pas extrapolables. Je crois qu'on a dû faire, au 3e trimestre, du 6% en rythme annuel. Donc j'ai vu, je crois, 5,2% peut-être pour la croissance de la productivité, non-farm productivité au Q3, qui est un chiffre qui a été révisé à la hausse encore. Ouais, c'est trop beau pour être honnête, pour dire le vrai. Bon. Mais donc, il y a une question sur la productivité. Elle avait beaucoup baissé, elle corrige. Quelle est la tendance demain, on n'en sait rien. Et sur les salaires, alors ça ralentit un peu, mais ça reste tout de même significativement plus haut qu'avant. C'est-à-dire qu'avant toutes les crises qu'on a eues. Et on a envie de se dire, il y a de bonnes raisons pour que ça soit plus haut, même si le plus haut de combien, on ne sait pas le dire vraiment. Donc il me semble que si on met tout ça bout à bout, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et en fait, la question, c'est que, imaginons qu'on ralentisse, mais que finalement, là, les noyaux durs aux États-Unis sont à 4, qu'on stabilise à 3. Mais 3, c'est pas 2. Et dans ce cas-là, la question à se poser, au-delà de l'inflation, c'est que s'il y a ce 3 qui est aussi collant que le sparadrap du capitaine Haddock, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que la Fed fait ? Qu'est-ce que la BCE fait ? Aujourd'hui, on dit tout ça se normalise, mais en fait, c'est une réponse un peu courte à une question qui, hélas, reste une question essentielle, mais dont les éléments de réponse, aujourd'hui, sont encore fragiles. Oui, on trouve, dans le détail du rapport, chacun y trouve son compte. Ceux qui effectivement font le pari que ça va continuer de baisser et rejoindre les 2%, et ceux qui estiment qu'il y a peut-être des facteurs de rebond ou de stickiness encore dans cette inflation la plus cœur possible d'ailleurs aux États-Unis. Qu'est-ce que ce rapport-là implique pour la communication de la Fed demain soir, Hervé ? Je pense que du côté de la Fed, en fait, c'est pas une question de fond. Sur le fond, ils veulent pas bouger aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup bougé et que ils sont dans la même incertitude que nous sur ce qui va se passer demain. En fait, c'est une question de communication et de crédibilité. On voit bien quelles sont les anticipations du marché aujourd'hui. Le plafond des taux directeurs est atteint, ça va baisser très vite. En fait, ils sont obligés de se ranger sur cette trajectoire pour accompagner le marché, mais ce qu'ils veulent faire dans l'accompagnement, c'est le freiner. Et donc, toute leur communication va être de dire « oui,
c'est vrai, mais nous sommes sans doute avec un ralentissement pérenne de l'inflation. C'est une excellente nouvelle et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne bougeons plus. Néanmoins, demain, c'est pas très précis. Bref, je vous ai compris, marché. C'est pas pour ça que je vais aller aussi vite que vous. Ouais. Bon, qu'est-ce que cette histoire d'inflation, de désinflation, qui est quand même la grande histoire de 2023 ? On arrive là à un moment clé peut-être pour les banques centrales, puisque le marché a en tout cas bien en tête cette fois l'idée du pivot. Alors je sais qu'il y a eu plein de faux départs sur le pivot des banques centrales, mais cette fois, tout le monde semble d'accord sur l'idée que 2024 sera une année qui pourrait voir des baisses de taux directeurs des banques centrales. Benoît, comment vous regardez ce moment et qu'est-ce que ça implique, alors pour les banques centrales, mais pour les investisseurs ? Oui, alors clairement, sur les banques centrales, on ne voit pas de hausse de taux directeur, c'est derrière nous tout ça. Maintenant, je rejoins Hervé sur son analyse de la baisse de l'inflation. Plus elle baisse, moins elle baisse vite. Et donc, ça amènera de toute façon les banques centrales à la prudence. Et donc, on n'a pas arrêté sur les marchés d'anticiper les baisses de taux tout au long de l'année. Et à chaque fois être déjoué. Et donc on est encore dans ce phénomène-là où on attend vite la baisse des taux directeurs de la Fed demain, quasiment. Et quand on regarde les statistiques, il n'y a aucune raison pour les banques centrales de commencer dès maintenant une baisse des taux directeurs. Donc on va probablement devoir reporter ces anticipations au cours de l'année. Et on les voit plutôt au deuxième semestre qu'au premier semestre. Ce qui nous semble être un indicateur quand même de fébrilité pour les marchés à court terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre un petit peu à nouveau dans le dur, dans la réalité, avec des économies qui sont alors fragiles, mais pas très fragiles, dans des récessions qui sont très légères malgré tout, mais qui sont quand même dans des récessions en zone euro, proche d'une récession aux États-Unis. Donc un environnement qui, à court terme, va peut-être un tout petit peu calmer le jeu des marchés. Alors là, on est dans la période de fin d'année. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir un beau bilan et on en est ravis parce que ce n'était pas forcément gagné il y a encore quelques mois. Et je pense que les banques centrales n'ont pas envie, dans leur communication prochaine, de trop semer le doute. Perturber ça, oui. Ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça que ça sera pas simple. Ces dernières réunions de fin d'année, voilà, il faut refroidir, mais pas trop. Mais voilà, après ce 31-12 qui sera passé et qui, pour le moment, donne l'impression de pouvoir afficher un beau bilan, on va revenir à la réalité avec des marchés actions qui vont devoir quand même acter d'une économie fragile. Pas très fragile, mais fragile quand même, des déceptions sur les résultats à court terme qui feront qu'on calera un peu et en fait c'est un scénario idéal, ce scénario-là. Mais c'est ça, oui. Vous dites, quand on anticipe un scénario aussi idéal que celui qui est anticipé par les marchés, on aura le meilleur des deux mondes, les baisses de taux rapides, la croissance qui tient, etc. Vous dites, il y a de la place pour se faire peur par rapport à ce scénario qui est anticipé, tel qu'il est anticipé par les marchés aujourd'hui. À court terme, il y a de la place pour se faire peur en début d'année, mais on a quand même un parachute fantastique. Il y a encore quelques années, on était très inquiets de ces taux à zéro en se disant, mais les banques centrales n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et bien là, on va être inquiet du ralentissement économique tout en se disant tout va bien, les banques centrales vont baisser leur taux directeur. Et donc on aura peut-être un phénomène quand même, d'où cette inquiétude à court terme sur les marchés actions qui est pas très forte parce que on a retrouvé ce parachute qu'on n'avait plus déjà depuis quelques années. Nourane, comment vous abordez 2024, puisque c'est le sujet, alors partant de l'idée du pivot des banques centrales, comment vous intégrez ça dans vos réflexions d'investissement, dans les stratégies d'investissement que vous pouvez proposer à vos clients ? Est-ce qu'on mise tout sur le pivot ou est-ce qu'il faut quand même regarder un peu autre chose que simplement les mouvements de taux ? Alors, nous, chez Mansartis, on est globalement assez positif, comme on l'a été d'ailleurs tout au long de l'année 2023, mais on a un scénario qui, globalement, est assez positif pour 2024, notamment sur les actions et les taux. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il est basé sur un scénario économique central qui semble être assez consensuel et on va voir s'il y a des zones de risque ou de fragilité sur ce scénario central. Le scénario central, pourquoi il est à peu près consensuel ? Parce qu'en fait, c'est la poursuite des tendances qui ont commencé en 2023. Donc, au niveau de la croissance économique, qu'est-ce qu'on a ? On a globalement un soft landing, on n'est pas en récession, on a une croissance économique mondiale qui passera de 3% à 2,4% à peu près. Donc, ralentissement économique, pas de récession. Au niveau de l'inflation, on a une désinflation qui a été effectivement forte en 2023 et qui devrait se poursuivre en 2024. Si on regarde maintenant les chiffres,
qu'est-ce qu'on a au niveau de l'inflation et qu'est-ce qu'attendent les banquiers centraux. Aux États-Unis, les chiffres, les objectifs des banquiers centraux, c'est l'inflation core, donc l'inflation en dehors des éléments volatiles. Aujourd'hui, le core PCE, on est plutôt à 3,4% et en anticipation fin 2024, on est plutôt à 2,5%. Les objectifs sont à 2%. En Europe, on regarde, les objectifs, c'est plutôt l'inflation headline. Là, on y est, puisqu'on est à 2,6%, et globalement, on a des objectifs à 2%. Donc, au niveau du scénario croissance et désinflation, on devrait, et je vais y revenir tout à l'heure sur les éléments de risque, on devrait poursuivre la tendance. Donc, dans cet environnement-là, les investisseurs anticipent des baisses de taux assez importantes, puisque c'est des baisses de taux anticipées globalement de 100 points de base aux États-Unis ou en Europe. Donc, par rapport à ce scénario centrale, quelles sont les zones de risque? Est-ce qu'il y a des zones de risque? Oui, nous on considère que ce sont plutôt des zones de fragilité auxquelles il faut être attentif, mais ça ne remet pas en question les tendances et ce scénario de base. Quels sont les points d'attention qu'il faut avoir? Le premier point d'attention, on l'a un petit peu évoqué, c'est la croissance économique. Est-ce que le consommateur américain ne va pas s'arrêter d'un seul coup de consommer en 2024, parce qu'il a été soutenu en 2023 par deux facteurs qui n'ont plus lieu d'être en 2024, c'est-à-dire un taux d'épargne excédentaire et un taux de chômage relativement bas. Aujourd'hui, le taux d'épargne excédentaire, on est revenu sur les tendances et sur les niveaux pré-Covid, donc il n'y a plus d'épargne excédentaire. Et sur le taux de chômage, on voit qu'en fait, on va avoir un taux de chômage qui va remonter graduellement. Donc, face à ces deux facteurs de soutien qui ne sont plus, est-ce que le consommateur américain va arrêter de consommer et donc précipiter la croissance américaine avec un coup d'arrêt plus important qu'anticipé? Ça, c'est sans compter finalement les effets positifs du salaire réel et de la hausse des salaires réels qui va être quand même présente en 2024 grâce notamment à l'inflation qui baisse. Les prix à la pompe aux États-Unis sont plus bas depuis 2 ans. Tout à fait. Donc le pouvoir d'achat, tout à fait. Si c'est une mesure du sentiment et de la confiance du consommateur américain, inversé. Voilà. Donc ça, au niveau de la croissance, somme toute, on considère que le consommateur américain va suffisamment tenir pour pas amener une récession ou en tout cas un arrêt trop important aux États-Unis. Le deuxième point d'attention qui est important, c'est l'inflation, la désinflation. Et là, ce qu'on entend, c'est que, et d'ailleurs on l'a dit, c'est que la désinflation a été très rapide en 2023, notamment grâce aux effets de base. On ne les aura plus, les effets de base, en 2024. Donc, quid de la désinflation? Et ça encore, c'est peut-être sans compter que la croissance américaine ralentit en dessous de ce potentiel de croissance. Le potentiel de croissance aux États-Unis, c'est 1,7. L'année prochaine, on sera globalement à 1,3%. Et on vient Ce sera plus de 2 cette année sur la croissance américaine. Voilà, oui, globalement à 2,5 sur la croissance américaine. Donc, en fait, on a un ralentissement qui est très net. Et on ne peut pas avoir, quand on a une croissance économique américaine inférieure à son potentiel, on ne peut pas continuer à résister au niveau de l'inflation. Donc nous, on considère qu'on peut avoir une désinflation qui s'accélère. Et enfin, quand même, le dernier point d'incertitude, mais encore une fois, nous, on nuance tous ces points-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est relativement positif, mais le dernier point, c'est les anticipations des investisseurs. Effectivement, est-ce qu'elle n'est pas trop forte, trop élevée, une anticipation sur la baisse des taux des investisseurs 2024? Et est-ce que les investisseurs ne vont pas être un peu échaudés avec un discours des banquiers centraux qui resterait sur un discours très restrictif? Alors là, on considère honnêtement que si on a raison sur le scénario de la croissance économique et sur les niveaux d'inflation, on devrait avoir une baisse des taux de l'ordre de 100 points de base, sachant que si on regarde en fait sur le plan théorique, alors ça marche ou ça marche pas, peu importe, mais si vous regardez la règle de Taylor, avec les chiffres de l'inflation et les chiffres du chômage, les banquiers centraux devraient baisser l'année prochaine les taux de 200 points de base. Donc aujourd'hui, la baisse des taux de 100 points de base, elle est, je dirais, somme toute cohérente si on anticipe une désinflation et un ralentissement de la croissance économique. Bon. Hervé, quand même, sur ces considérations, on parlera action et taux, donc ça c'est le scénario qui sous-tend une vision positive. De retour positif pour le 60-40, quoi, pour dire les choses. Ce sera une belle année encore pour le 60-40 l'an prochain sur la base de ce scénario-là. Hervé, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même la diversité des avis, c'est-à-dire que
je regardais un sondage fait auprès des économistes sur la trajectoire future des taux de la Banque Centrale Européenne. Alors évidemment, jusqu'à décembre, là, tout le monde est d'accord, ça va pas bouger. Mais alors après, c'est une dispersion totale. On retrouvera sans doute la même chose dans les dots de la Fed demain soir. Quand on voit les prévisions des stratégistes, l'exercice traditionnel, certains nous disent 2 baisses de taux, pas plus. Si c'est soft landing, si c'est soft, no landing pour l'économie américaine, 2 baisses de taux, pas plus, n'en attendez pas plus. Et puis d'autres qui peuvent avoir des scénarios de récession beaucoup plus durs, mettent jusqu'à 200, 250 et près de 300 points de baisse de taux. De toute façon, une fois que c'est parti et qu'on est en récession, la Fed peut aller très vite, très loin dans les baisses de taux. Il y a quand même... les jeux sont très ouverts. Oui, il y a des dispersions terriblement fortes qui sont simplement la marque de l'incertitude. Et c'est pour ça que moi, j'aurais envie de dire qu'on a une vraie question de méthodologie. C'est-à-dire qu'habituellement, on dit qu'il y a un scénario central, c'est-à-dire c'est son scénario. Alors, il y a des scénarios alternatifs qu'on n'évoque pas parce qu'on croit tellement au scénario central. Mais en fait, aujourd'hui, il faut avoir un scénario central. Il faut avoir l'honnêteté de lui donner une probabilité qui ne sera que faible. Hein. Oui. Et dans ce cas-là, on est obligé de fouiller un peu plus les scénarios alternatifs. Et il y en a peut-être 2, il y en a peut-être plus que 2, parce que l'environnement est compliqué. Et en fait, moi, je pense qu'on doit être agile. Être agile, ça veut dire fouiller les différents scénarios et être capable à un certain moment de se dire « Bon, je suis évidemment parti sur mon scénario central, mais pour des tas de raisons, parce que l'incertitude est vraiment épaisse, eh bien, je suis obligé de virer de bord et d'aller vers un de mes scénarios. » Et là, il y a une période intermédiaire qui n'est pas très facile à prendre en compte, mais c'est une nécessité. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai bien aimé, je vais faire de la publicité, un petit crobard de JP Morgan, en fait, qui disait, alors il y a le scénario du soft landing, hein, donc de l'atterrissage en douceur, 40%. Mais les 60% restants, c'est pas une récession. Ils ont dit, il y a possibilité de récession, je sais pas, ils ont dû mettre dans les 20%. Et puis après, ils ont dit, l'inflation ralentit, mais ralentit plus lentement que ce qu'on pense. Ils ont mis 10 ou 15%, j'en sais rien. Et après, l'inflation, elle ralentit pas ou elle ralentit jamais vers la 2%. Et donc, qu'est-ce que ça fait après sur les taux d'intérêt ? Moi, j'aime bien l'idée de ne pas être trop binaire aujourd'hui, c'est-à-dire récession ou pas, oui, non. En fait, il y a un monde qui ne va pas être le monde d'hier, simplement parce qu'on a une régulation, comme on dit pour faire savant, c'est-à-dire un fonctionnement de l'économie. On était dans une vague de 30 ans de néolibéralisme qui plaisait bien au marché, qui nous plaisait bien, et avec le temps, on avait appris à savoir comment ça marchait dans ce cadre-là. On est en train de virer vers quelque chose. Est-ce qu'on revient vers le keynésianisme d'avant ? Vraisemblablement pas. Ça va être un truc nouveau, et ce truc nouveau, on ne l'a pas bien déterminé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, après, quand les gens disent trois baisses de taux ou j'en sais trop rien, il faudrait qu'ils nous disent quelle est l'histoire derrière et quelle est la probabilité qu'ils accordent à cette histoire. Sinon, moi, j'ai simplement envie de dire, c'est pas audible. Ouais, je comprends. Effectivement, hein. Et la formule s'applique également à la politique. Petite parenthèse là-dessus, Hervé, parce que le calendrier, je crois que 60% du monde vote dans les 12 prochains mois. Hein. C'est à peu près le chiffre que j'ai en tête, soit en termes de population, soit en termes de PIB. Bref, on a un calendrier électoral mondial intense, avec des rendez-vous plus importants que d'autres. Bien sûr, ça commence avec Taïwan le 13 janvier, et ça se conclura au début du mois de novembre prochain avec l'élection présidentielle américaine. C'est vrai que quand on suivait les dernières élections, donc on a eu le populisme de Fico en Bulgarie, je crois. On voit Javier Milei en Argentine. On a tous en tête la possibilité d'un retour de Trump 2.0 à partir de novembre, etc. Il y a quand même une exception qui montre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme vous le disiez. C'est ce qui s'est passé en Pologne, Hervé. Oui, Tusk, donc les centristes. Alors, c'est la coalition de tous ceux qui étaient contre les populistes au pouvoir auparavant, le PIS. Mais en fait, donc ça, c'est une divine surprise. Hein. On est content de cela. Et je pense que pour l'Europe, c'est vraiment important. Et après, je dirais quel est le message pour le monde. Mais pour l'Europe, c'est important parce que la Pologne, c'est une grosse économie. Alors, en population, ça doit être la 4e.
En PIB, ça va être la 5e. Et vu son positionnement sur la carte, et vu ce qui se passe aujourd'hui, que l'Europe soit forte au nord-est, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Et puis, le message un peu urbi et torbi, hein, la Pologne est catholique, donc on doit pouvoir dire les choses comme ça, c'est que finalement, il ne faut pas désespérer. Et moi, je trouve que au-delà de ça, c'est le populisme. Est-ce qu'il n'a pas évolué? C'est-à-dire le populisme de papa, celui des dernières années, qui nous fait très peur d'ailleurs avec Trump d'ici aux élections de novembre prochain. Mais quand on voit l'expérience de Meloni en Italie, Meloni, elle a plutôt une gestion prudente, elle a plutôt une gestion pro-européenne. Donc elle est arrivée en criant très fort, parce que quand on est de ce côté-là de l'échiquier, il faut crier très fort. Donc elle l'a fait, mais finalement elle a une pratique qui est finalement assez consensuelle. Donc moi je dirais les enjeux du monde, avec des tensions internationales très fortes, la nécessité pour notre puzzle de pays que nous sommes dans l'Union européenne de rester unis, fait que, à mon avis, la lecture du populisme demain, je ne sais pas si restera le bon, c'est sans doute pas la lecture qu'on avait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Quoi. Donc, là-dessus, il y a Tusk, et peut-être que Tusk nous montre que les Polonais ils l'ont peut-être mieux compris que les autres. Vraie surprise, et c'est vrai que le processus se termine aujourd'hui, puisque ça y est, il est officiellement élu Premier ministre. Voilà, l'élection avait lieu il y a quelques semaines en arrière déjà, mais vraie surprise, effectivement, en tout cas dans le paysage européen. J'ai oublié Wilders aussi aux Pays-Bas, qui était là une forme d'avancée populiste encore dans un pays nordique. Tout ce qui est venu casser, on va dire, cette dynamique. Si on en vient au marché, aux stratégies de marché, peut-être une première question, Benoît. Si on anticipe que les banques centrales vont à un moment baisser leur taux, dans quelle ampleur, à partir de quand, les questions restent ouvertes. Il faut déjà reconsidérer la poche monétaire, peut-être, dans les allocations. Ça a été quand même la poche qui a permis d'attendre, de patienter et d'être confortable une bonne partie de cette année 2023. Alors, je pense que la nouveauté de ce cycle-là qui est né après l'année 2022, c'est que le monétaire, il a retrouvé toute sa place. Et il va continuer à la garder. C'est ça aussi le sujet. C'est un élément très important. Alors après, on gardera une rémunération sur le monétaire. C'est quand même essentiel de pouvoir se dire on a un placement prudent sur lequel on est rémunéré. Donc il y aura une baisse des taux directeurs, on peut l'anticiper. On pense plutôt qu'elle est dans la deuxième partie de l'année. Si elle est dans la deuxième partie de l'année, ça laisse quelques trimestres encore sympathiques pour le monétaire. Ce qui est une carte à jouer qui est quand même non négligeable, puisque pas de volatilité, une rémunération très sympathique, eu égard aussi avec la baisse de l'inflation maintenant. On est bien rémunéré. Donc ça, c'est le premier point, c'est que le monétaire, je pense que, et pour faire le parallèle avec les commentaires d'Hervé, comme on rentre un peu dans un nouveau cycle qui est encore différent de ce qu'on a vécu les 10-15 dernières années et les 30 dernières années précédentes, on rentre dans un nouveau cycle avec des armes qui redeviennent plus normales et plus classiques, de diversifier le portefeuille. Donc le monétaire gardera sa place. Là, c'est vrai que c'était le grand gagnant, quelque part, du portefeuille. L'obligataire est probablement à jouer en deux temps. On a anticipé beaucoup de choses sur les marchés de taux là, à très court terme. Ça va peut-être un peu vite. Quand on regarde les niveaux d'inflation, les niveaux de taux en zone euro, on a déjà quand même joué des baisses de taux qu'on anticipe tout de suite, ce qui se passera probablement pas. Donc là, il y a probablement à un moment donné, il y aura probablement un point d'entrée sur les taux longs. C'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'on peut réinvestir sur les taux longs, ce qui est quand même quelque chose une habitude qu'on n'avait plus depuis quelques temps. C'est quand même intéressant. C'est aussi une autre carte à jouer en diversification. On est un peu plus prudent sur la partie, on va dire, high yield obligataire la plus risquée, dans un environnement de ralentissement économique, qui ne sera peut-être pas d'une ampleur très forte. Ce n'est pas la peine forcément d'y aller tout de suite. Il vaut peut-être mieux passer son tour pour le moment et y revenir dans un deuxième temps. Et puis sur les marchés actions, même raisonnement, on est en deux temps. Prudence à court terme, parce qu'on va avoir, nous semble-t-il, quelques désillusions à court terme. Mais on aura encore une fois ce fameux parachute à un moment donné qui va vite nous rassurer sur des valeurs de croissance dynamiques qui vont nous permettre de repartir et de pouvoir avoir, et là je vais rejoindre Nourane sur le bilan, une année quand même très favorable en fin d'année, mais probablement en deux temps. C'est l'idée quand même que
c'est la Fed qui va venir sauver les marchés, ce que vous dites, Benoît. Le put de la Fed, le parachute est de retour, le put de la Fed, et tant que ce put ne se sera pas exprimé, vous dites ce sera peut-être compliqué pour les marchés d'actifs risqués. Il y a cette phase-là qui durera, alors c'est peut-être pas 6 mois, j'en sais rien, mais c'est l'idée quand même que vous défendez de ce scénario en 2 temps. Oui, il y a cette idée que les marchés vont peut-être s'impatienter un moment et être un peu déçus par les commentaires de la Fed et de la BCE, parce que la BCE sera un peu obligée de se coller aux commentaires de la Fed, ce qui est une difficulté pour la zone euro. Et sera à un moment donné aura quand même cette petite idée au fond de sa tête du côté des investisseurs des marchés actions, se disant mais quand même vu les niveaux de taux directeurs où ils sont, on sait qu'à un moment donné, si ça va mal dans l'économie, on va avoir cette marge de manœuvre. Ouais. Ça va nous protéger, je pense, de la grande baisse dont on pourrait s'inquiéter, mais qui, à notre sens, n'est pas le risque fort. Est-ce à dire que le momentum bénéficiaire, les bénéfices des entreprises seront un facteur secondaire dans ce schéma de marché que vous décrivez ? Ça sera probablement un facteur de déception à court terme. D'accord. On va avoir quand même un facteur de soutien alors. Voilà, on va quand même avoir à un moment donné ce retour à la réalité en début d'année où on va se dire en fait c'est peut-être pas exactement les niveaux qu'on attendait et les affaires sont peut-être un peu plus difficiles que ce qu'on pensait, mais pour pouvoir ensuite avoir ce phénomène d'anticipation que les marchés aiment bien avoir, on n'attend pas les résultats d'aujourd'hui, on se prépare sur les bonnes nouvelles des mois à venir. Ouais. Nourane, sur la vision que vous avez pour 2024, comment le marché peut bouger, réagir, et quelle est la stratégie effectivement qui vous paraît pertinente ? Alors nous, on est plutôt assez, comme je disais tout à l'heure, assez positif sur les marchés actions pour 3 raisons simples. La première, c'est que si on a raison sur notre scénario central, alors là je vais répondre à Hervé, je ne vais pas donner un chiffre en termes de probabilité de réalisation de ce scénario central, je dirais qu'il est suffisamment fort pour qu'on ait une stratégie d'investissement constructive et pour effectivement être positif sur les actions. On rappelle, le scénario central, c'est pas de récession. C'est pas de récession. Et des baisses de taux pour accompagner la désinflation. Pour accompagner la désinflation. Alors quand on dit baisse de taux directeur, souvent, historiquement, on a tendance à assimiler ça à une baisse des marchés actions. Parce qu'on l'a vu en 2001, on l'a vu en 2007, on l'a vu en 2020. À chaque baisse de taux, effectivement, on a eu des baisses des marchés actions. Mais ça, c'était des baisses des marchés actions qui venaient compenser des déséquilibres, des crises financières. Si on regarde les baisses de taux qu'on a eues historiquement, il y en a pas eu tant que ça, qui sont là pour accompagner le ralentissement économique, comme c'est la situation aujourd'hui. On l'a eu en 2019 et on l'a eu, alors j'aime moins les références très historiques parce qu'on est dans des environnements différents, mais on l'a eu en 95 et en 84. Et ça, dans ces cas-là, c'est synonyme très nettement de hausse des marchés actions. On parle de recalibration de la politique monétaire pour accompagner, comme vous dites, le mouvement de désinflation et piloter des taux réels qui, à un moment, pourraient devenir trop restrictifs. Oui, et c'est surtout pour accompagner un ralentissement économique dans un environnement qui est sain parce que on a un taux de chômage qui est faible, on a une inflation qui est pas loin en fait. C'est pas la baisse de taux en urgence pour faire face à un événement financier ou sauver l'économie d'une récession dure. Tout à fait. Donc ça, c'est un argument qui est assez qui est historique, mais un réel argument qui nous pousse à être effectivement positif sur les marchés actions. Le deuxième, c'est que les attentes sur la croissance des IPS, elles sont relativement faibles. En Europe, on est autour de 3-4%, donc on risque pas d'être déçu là-dessus. On n'est pas sur. Alors effectivement, aux États-Unis, c'est un peu plus élevé, c'est à 10, mais comme tous les ans, on commence à 10. Après, on révisera en fonction effectivement de ce qui se passe sur l'économie. Et l'autre élément, c'est que quand on regarde, et ça j'aime bien le faire, c'est-à-dire renormaliser la croissance des bénéfices des entreprises par rapport à 2019 et voir la performance des marchés actions, en fait, on voit qu'en Europe, on a une croissance des bénéfices par rapport à une base en 2019 de 43%. Si on regarde la performance des marchés, on est à plus 28%. C'est ce qui explique effectivement que les marchés actions en Europe sont moins chers, on a effectivement une contraction des multiples. Donc on a encore de la place pour un re-rating parce qu'on n'a pas encore renormalisé les marchés. Expansion de multiples sera un facteur de performance. Peut l'être puisqu'on est encore en retard. Aux États-Unis, c'est un peu moins vrai parce que effectivement vous avez une croissance des bénéfices de l'ordre de 35%, mais vous avez une performance de 48%. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une légère prime de valorisation sur les actions américaines. Mais quoi qu'il en soit,
toute cette renormalisation de taux laisse la place au retour aux fondamentaux et à l'analyse fondamentale pour expliquer une certaine rationalité des marchés. Et donc, dans cette idée-là, pour une poche action, vous avez plutôt tendance à vouloir privilégier les actions européennes? Alors, on privilégie les actions des pays développés. C'est vrai que l'Asie, c'est compliqué. On est empêtré quand même dans une crise immobilière. On voit bien que le gouvernement essaye en tout cas de tenir les rênes, mais on a quand même 30% du marché qui est à l'arrêt, le marché immobilier. Donc ça, c'est compliqué. Le marché japonais va être en fait en tendance complètement inverse par rapport aux autres marchés. Donc encore une fois, ça va être compliqué. Donc disons que le marché américain, on ne peut pas faire trop sans le marché américain. Ah bah non. Le marché américain et le marché européen sont privilégiés dans cette remontée des marchés actions. Sur les taux, globalement, nous, dans des poches diversifiées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une philosophie de décorrélation des risques par classe d'actifs. Si vous avez un portefeuille diversifié, c'est pour avoir des risques décorrélés. Donc, les obligations, c'est vraiment pour baisser le niveau de volatilité des portefeuilles, quel que soit l'environnement de marché. Donc, peu de risques, donc peu de duration, pas d'exposition à yield. Donc, on baisse la volatilité sur les obligues. Et par contre, on reprend du risque sur les actions. Ça, c'est la philosophie qu'on a, quel que soit l'environnement, qu'on maintient bien évidemment pour 2024. Comment vous regardez, Hervé, peut-être d'un point de vue macro, les expected returns des grandes classes d'actifs là, pour 2024, l'idée d'une normalisation comment vous regardez effectivement ce qu'on attend des marchés en 2024? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait... on a une belle histoire et puis on tire le fil de la belle histoire en se disant mais il y en a encore. En fait, si ce il y en a encore, moi je trouve qu'il est un peu troublant. Sur la croissance, il y en aura moins que cette année. Et on a déjà anticipé la croissance. Est-ce qu'on a anticipé le moins de croissance? Un peu oui, dans toute son ampleur, comme tout est incertain, on ne sait pas très bien. Sur les prix, on a beaucoup anticipé. Moi, mon petit doigt me dit qu'en fait, on va être déçu et que l'inflation, il y en aura plus qu'on ne l'imagine. Quand on prend les swaps inflation, les break-even, je pense qu'il y a une complaisance dans ce qu'on peut lire. Ce qui me fait dire que sur les politiques monétaires, si elles sont coincées en se disant « flûte, on ne revient pas à 2%, qu'est-ce qu'on fait ?» Et je veux simplement dire que la lisibilité des stratégies monétaires va être un peu compliquée parce qu'on ne saura pas très bien. Donc, rien qu'à ce triple titre-là, moi, j'ai pas envie de tirer le fil de l'histoire. Et donc, il me semble qu'à aujourd'hui, le monétaire, c'est bien. Les obligations à duration courte, c'est bien. Sur les actions, bon, ça... C'est la vision de l'économiste, je précise. Oui, non, mais c'était là. Ça, c'est vrai. Je ne le nierai pas, Grégoire. Mais en fait, il me semble que sur les actions, bon, si on est dans des configurations de portefeuille où on doit en mettre, il faut en mettre, ça, il n'y a pas de doute. Mais je ferai plutôt le choix d'actions qui résistent bien à un environnement qui n'est pas aussi bon qu'on ne le pensait. Sachant qu'il y a un élément supplémentaire sur les profits attendus. Moi, quand même, dans le monde dans lequel on entre, avec des taux de chômage durablement faibles, pour des tas de raisons que l'on connaît, j'ai quand même l'impression que le rapport de force, il va un peu changer, que pendant la crise, finalement, les entreprises s'en sont plutôt assez bien sorties, parce que c'était incertain. Mais on sort de tout cela sans doute. Et donc, moi, je ne suis pas certain que sur les profits, ça se passe exactement comme les salariés vont garder un pouvoir de fixation de leur salaire vis-à-vis des entreprises. Oui, puisqu'on dit partout qu'on a du mal à trouver. Alors, peut-être que les salariés, j'allais dire, vont être aussi myopes que les entreprises ne l'ont été, en disant le rapport de force est en ma faveur, j'y vais. Bon, moi, je suis pour un monde dans lequel il y a plus d'entente que cela. Ça, c'est une conception personnelle des choses. Je referme la parenthèse tout de suite. Mais en fait, là aussi, il y a un questionnement. Comment ça va se passer ? Mais tout ça pour dire que tirer le fil, moi, je n'y crois pas. Voilà. Je comprends. Sur alors, je ne sais pas si c'est les optionnalités de 2024, mais on commence à nouveau à reparler des petites capitalisations boursières. Benoît, Nouran. Là aussi, dans les grands axes de la stratégie que vous avez pu développer, Benoît, est-ce que c'est le genre de classe d'actifs qu'on a envie de remettre un peu en avant ?
Encore un peu tôt, à notre avis, même s'il y a un rebond, en tout cas une espèce de... une tentative de rattrapage. Depuis un mois, on sent mais on part de loin. Donc encore un peu tôt, je pense qu'on aura vraiment ce signal-là quand on aura des éléments plus clairs sur la politique des banques centrales. Ça sera le moteur dont on a besoin maintenant. C'est-à-dire je pense qu'il y a trop de doutes sur cette classe d'actifs-là pour qu'elle reparte d'elle-même. Il va falloir avoir quelques éléments clés, et notamment les taux directeurs qui seront clairement, ça y est, on peut s'en approcher de manière plus claire. Donc ça, je pense que c'est encore un peu tôt pour y venir, et ça arrivera dans un deuxième temps dans l'année, une fois que les marchés actions se seront rassurés et auront pu repartir en anticipation de soutien. Donc là, on n'y est pas encore, je pense, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est une vraie déception dans ces dernières années. Oui, c'est ça. Je veux dire, pas que pour cette année. C'est ça qui est la question, c'est qu'il y a un décrochage structurel, en tout cas sur plusieurs années, de la classe d'actifs. Oui, donc là, c'est clair qu'il y a du potentiel, mais maintenant, il faut qu'il y ait des éléments clairs pour qu'il se déclenche. Est-ce que votre optimisme, Nouran, vous fait aller jusqu'à dire que oui, c'est intéressant de remettre peut-être des small caps dans une allocation aujourd'hui ? Beaucoup de CGP en ont plus dans leurs allocations. Alors nous, ils sont exclus de notre univers investissable. Comme ça, c'est d'accord. Bon, clair. Ça on règle est la sur question. Les moyennes alors. Et les large cap. Mais aujourd'hui, si je dois faire une réponse par rapport au small cap, je dirais que on a des convictions qui sont autres plutôt que celles liées en fait à la capitalisation boursière. D'autant plus que ça va vraiment dépendre au cas par cas des murs de dette qui vont arriver sur certaines sociétés plus petites. Donc ça, c'est vraiment particulier. Et quand on voit les small cap, effectivement, on avait des niveaux de dette, des leviers financiers qui étaient très élevés. C'est ce qui a expliqué notamment la contre-performance. La contre-performance. Et dans un marché risk-on, on n'a pas vu tant que ça, finalement, un rattrapage très fort des small cap. Donc attention toujours aux small cap. Plutôt les convictions sur la partie action, je dirais, elles sont plutôt liées à quelque chose qui est assez game changer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de l'analyse des éléments conjoncturels très bien, mais il y a quand même quelques éléments structurels qui ont des impacts à moyen long terme. Parfait, les grandes tendances. On va parler de gestion thématique juste après, nous, dans le dernier quart d'heure. Donc, donc je vais être. Non, mais au contraire, c'est parfait pour le teasing. Il y a un élément qui est central, c'est que pendant des années, on a eu des croissances économiques qui ont été boostées à coups de politique monétaire accommodante, ultra accommodante, bref, d'injection de liquidités. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, c'est un moteur qui commence en fait à s'éteindre. Donc aujourd'hui, le relais est pris avec des politiques budgétaires et des politiques de relance. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez transformant. C'est-à-dire que si vous prenez le plan, le CHIPS Act, l'infrastructure et l'IRA, vous avez 1 900 milliards de dollars qui est investi sur 10 ans, soit 8% du PIB. Alors on va dire, oui, mais on a déjà eu ça. On a déjà eu des plans Covid, on a eu déjà les plans Reagan, on a déjà eu des plans pendant la crise financière. Oui, très bien, mais c'était des plans, encore une fois, pansement, qui étaient amenés dans un environnement de chômage élevé, d'inflation forte, de croissance économique ou récession extrêmement importante. Aujourd'hui, on a un environnement sain et en fait, on a une croissance économique qui est boostée. Cette année, elle a été boostée à hauteur de 50% par ces plans de relance. L'année prochaine, c'est 50%. Et la croissance additionnelle, ce sera 25% de boost d'investissement. Donc ça, c'est important. Et du coup, on a des impacts microéconomiques forts. Et c'est là-dessus qu'on porte en fait nos convictions chez Mansartis. Hervé, les marchés aiment les plans de relance, les plans d'innovation, les plans de crédit d'impôt, les plans de subventions budgétaires, avec des stratégies qui vont à un moment diverger sans doute entre les États-Unis et l'Europe qui est en train de se refocaliser sur ces règles budgétaires. Cette année, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu étonnant. On avait un durcissement côté monétaire, on avait un assouplissement du côté des budgets, au moins du côté américain. C'est quand même un peu compliqué de suivre l'orthodoxie de tout cela. Moi, je pense, du côté américain, la politique budgétaire, c'est une vraie question, surtout qu'au moins pour l'IRA, elle est financée en mettant la caisse sur la table. C'est-à-dire, c'est les entreprises qui investissent et qui après disent à l'État:
Crédit d'impôt. Paye. Ouais. Et c'est quelque chose qui est sans doute un peu malsain et ça va financer des tas de choses. Il y a une mécanique un peu boule de neige qui peut se mettre en place avec ce genre de schéma. Avec une rationalité économique qui risque de décevoir. On est aux États-Unis. Donc vous préférez le système européen à base de subventions alors le système européen, il a ça de bien, si on est au niveau de Bruxelles, c'est qu'il faut montrer ce que l'on veut faire avant de recevoir des subventions. Et comme d'ailleurs, bien souvent, on est incapable de montrer, il n'y a pas d'argent. Et du coup, on se retrouve avec des dizaines et des centaines de milliards qui ne sont toujours pas déployés parce qu'il n'y a pas de projet. C'est différent, mais en fait, on va avoir un durcissement de la politique budgétaire du côté européen. Donc là, on va avoir une différence avec des implications sur la croissance. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas extrapolable, quoi. C'est pas extrapolable. Et du côté des marchés, on peut suivre ça très bien si on épluche les taux d'intérêt à long terme correctement, c'est-à-dire en enlevant les primes de terme, donc les anticipations en fait sur la politique monétaire, disons les choses comme ça, on voit tout de même que les taux réels, ils ont tendance à monter. Alors voilà, faut quand même faire attention. Tout ça, c'est pas gratuit. Il n'y a pas de free lunch dans cette histoire. Et donc la politique budgétaire doit être bien gérée. Et je dis, aux États-Unis aujourd'hui, elle est pas très bien gérée. Et le Bidenomics en la matière, voilà, sur cet aspect-là, il y a une déception. Il faudra apporter des garanties à un moment sur effectivement la trajectoire de finances publiques aux États-Unis. Merci à vous trois pour avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Accuracy, Nouran Charer, Mansartis et Benoît Vesco de Lubac Asset Management.